Ensuite, elle a poursuivi avec un master en droit à l'UCL. Elle a suivi également donc une formation chez Femelfin Academy en Patrimonial Approach for Private Bankers, droit civil et fiscal. Elle a plus de 15 ans d'expérience comme avocate au barreau de Bruxelles. Elle a également été associée chez Kremensky et Willy. Et avant de rejoindre la Banque d'Hélène, elle a travaillé pendant plus de 3 ans chez ING comme legal et tax expert. Donc aujourd'hui, voilà, donc estate planner depuis 2018. Et son thème du jour, c'est la planification patrimoniale et la protection en cas d'incapacité. Donc je vous aurai tous laissé un petit peu la parole avant et je la redonnerai évidemment après. Comme vous le savez, il y a une petite main levée en bas de votre écran. Il suffit de cliquer dessus et vous aurez donc l'occasion de poser toutes vos questions après la présentation donc, de Valérie Timmerman. Alors Valérie, on t'écoute. Je te laisse présenter le sujet et on se rejoint donc un petit peu après ta présentation d'ici une bonne demi-heure, 35 minutes. À tantôt. Et donc, parce que je ne vois pas les visages, évidemment, quand je présente, donc si c'est difficile de suivre, parce que je ne sais pas voir les visages, si on me suit, quelqu'un s'est levé la main alors à ce moment-là. Le fait de la main, en fait, c'est pour poser une question. Et donc, ça sera en fonction de cela, je verrai tout de suite qui a une question éventuellement à te poser. Et donc, on ouvrira le micro de cette personne, soit pendant la conférence, si c'est vraiment urgent, soit après ta présentation, en style de questions-réponses. OK. D'accord. Je vais partager les slides. Merci Didier pour la présentation. Et effectivement, ça fait depuis 2018 que je travaille au département juridique de la Banque d'Hélène, où j'accompagne les clients dans la structuration et la planification de leur patrimoine, leur programmation successorale. Et je vais faire venir les slides. Voilà. Avec Didier, on a choisi de vous parler de 2 sujets aujourd'hui qui sont liés à l'actualité successorale et à l'actualité Covid. Le premier sujet, vous avez entendu certainement parler de la casse-route qui s'est terminée le 15 décembre dernier. Et donc, c'est l'occasion de refaire le point sur un des outils principaux de la planification, qui est la donation, et de voir qu'est-ce qui est encore possible de faire en 2021 en termes de donation. Et le deuxième sujet dont on voulait vous parler, c'est le mandat extrajudiciaire. C'est aussi un sujet d'actualité avec le Covid. Malheureusement, depuis le premier confinement, avec toutes les personnes qui ont été isolées en Covid, le mandat extrajudiciaire a encore plus pris son sens et on a connu une explosion de rédaction de mandats extrajudiciaires depuis le Covid. Et c'est aussi un important outil de planification patrimoniale. Et ce sont ces 2 sujets qu'on aimerait parcourir avec vous. Alors, le premier sujet, les donations. On m'entend bien, Didier? Oui, très bien, parfait. C'est quelqu'un qui vient de se rajouter à la conférence. Ah, voilà. Et donc, le premier sujet, les donations. Je voulais faire un petit préalable de rappel avant de parler des donations pour comprendre dans quel contexte elles s'inscrivent. Quand on parle de donations et de planification patrimoniale, il faut toujours regarder, réfléchir dans 2 axes, dans 2 volets. Le volet civil et le volet fiscal. Le volet civil, c'est quand je décède, qui va recueillir mon patrimoine? Qui hérite de quoi? Qui sont mes héritiers? Et le volet fiscal, c'est combien ça coûte? Combien mes héritiers vont-ils payer en droit de succession pour recueillir le patrimoine? Et donc, quand on va réfléchir les donations, on va toujours les réfléchir dans ces 2 axes-là. Un exemple pour l'axe civil. En Belgique, quand on est résident belge, si on n'a pas pris de testament ou de disposition particulière, c'est la loi qui dit qui hérite de quoi dans notre patrimoine en fonction de notre situation familiale. Et donc, par exemple, monsieur, madame, mariés, 2 enfants, lorsqu'un des 2 va décéder, les enfants vont être projetés dans tous les biens familiaux. C'est-à-dire que si, par exemple, monsieur et madame sont propriétaires d'un immeuble, de placement, de liquidité, d'un portefeuille titre et d'une entreprise, si on ne prend pas de disposition particulière, au moment du décès, les 2 enfants vont se retrouver dans tous ces biens-là ensemble. Or, dans la pratique, on constate que, en fonction de la situation familiale, ce n'est pas toujours ce qu'on souhaite. L'exemple que j'ai utilisé, si par exemple le fils Cédric est actif dans l'entreprise familiale mais n'est pas du tout intéressé par l'immobilier, mais que par contre sa sœur Juliette, elle est très intéressée par l'immobilier mais n'en a que faire de la société, elle se pose la question de est-ce qu'on ne va pas orienter les biens autrement que ce que la loi a prévu avec l'aide de donations. Donation de l'entreprise à Cédric, donation d'un immeuble à Juliette. Ça, c'est le volet civil. Qui va recevoir quoi? Et puis, se combine le volet fiscal. Évidemment, on va essayer de diminuer la fiscalité, parce qu'on va le voir, la fiscalité en droit de succession est très chère en Belgique, mais heureusement, la Belgique nous laisse l'occasion de nous organiser.
Et donc, qui dit donation dit transmission de son vivant à la génération suivante aux héritiers. Et donc, on va diminuer ce qui tombe dans l'assiette successorale. Du coup, on diminue les droits de succession. Et je vous ai préparé les slides sur les droits de succession, ici que vous voyez. Pour les résidents belges, qui hérite de quoi quand on décède? La règle est la même pour tous les résidents belges. Par contre, combien ça coûte, combien on va payer? Il y a 3 régions et 3 tarifs. Région Wallonne, région Bruxelles-Capitale et région flamande. Alors, on me pose souvent la question, est-ce qu'il y a une région fondamentalement plus intéressante qu'une autre? La réponse est non. Il n'y a pas de région plus intéressante qu'une autre. C'est simplement une manière différente de s'organiser en termes de planification. Mais les 3 régions restent très vite très chères. Comment ça fonctionne? Je ne sais pas si vous êtes familier des droits de succession, mais je résume rapidement. En fait, on est taxé en droits de succession sur la part qu'on recueille dans une succession. Et ce sont des taux progressifs par tranche. Vous voyez les tranches ici sur le tableau. Et plus on est éloigné du défunt en termes de parenté, plus ça va être cher. Le tableau que vous voyez là devant vous, c'est ce qu'on appelle la ligne directe. C'est la taxation la moins chère, c'est-à-dire entre époux, entre cohabitants légaux et vis-à-vis des descendants et des ascendants. Donc vous voyez ici, on est quand même déjà en région Wallonne, des 250 000 euros hérités à 24%, et tout euro hérité au-dessus de 500 000 euros, on est à 30%. Idem en région Bruxelles-Capitale, dont le fonctionnement est quasi semblable à la région Wallonne. Ici aussi, 30% des 500 000 euros, mais déjà des 250 000 euros, on est à 24%. Et à la région flamande, des 250 000 euros, on est à 27%. Petite particularité pour la région flamande fait une distinction entre les biens mobiliers et immobiliers. Elle sépare les 2 classes d'actifs pour les taxer séparément. Alors, comment sait-on quelle région va être compétente quand on décède? En fait, la région compétente, donc qui va taxer les biens à la succession, c'est la région dans laquelle le défunt a vécu le plus longtemps, les 5 années avant son décès. Donc, par exemple, j'habite en région Wallonne depuis 10 ans, je décède, c'est la région Wallonne qui va être compétente pour taxer. Si j'habite en région Wallonne au moment où je décède depuis 2 ans, mais qu'avant j'habitais en Bruxelles-Capitale, c'est la région Bruxelles-Capitale qui va être compétente. D'où l'importance, quand on est conseiller et qu'on fait la planification patrimoniale, de toujours signaler à ses conseillers si on a une intention de déménager ou si on déménage, parce que peut-être il y aura des choses à revoir dans ce qu'on a mis en place par rapport à ça. Et c'est la même chose pour les donations, c'est la même règle. Quelle est la région compétente? Parce qu'on va voir qu'il y a une fiscalité pour les donations aussi. La région compétente, c'est toujours la région dans laquelle le donateur a résidé le plus longtemps, les 5 années avant la donation. Alors, rentrons dans le cœur du sujet, les donations. Les donations sont vraiment l'un des principaux outils de planification, comme je vous l'expliquais. Alors, les donations, on peut les voir dans 2 axes différents, l'axe horizontal et l'axe vertical. L'axe horizontal, c'est vrai qu'on en parle moins, mais il est important de le rappeler. L'axe horizontal, ça va être des donations entre époux. En droit belge, les seules donations qui sont révocables, ça veut dire que je donne, mais qu'à tout moment, je peux reprendre partiellement ou totalement ce que j'ai donné. Les seules sont les donations entre époux. Le législateur a prévu ça pour éviter la pression dans les familles, dans les mariages. Donc, ce sont les seules donations qui sont révocables à tout moment. Et ça permet de travailler, de planifier, éventuellement soit pour protéger, je vais illustrer avec un exemple, un conjoint qui n'a pas beaucoup de patrimoine, ou une solution d'attente parce que les enfants sont encore trop jeunes pour imaginer de leur transmettre du patrimoine. Je vais vous l'illustrer avec un exemple, ce sera plus clair. Par exemple, monsieur et madame sont mariés et monsieur a des placements pour 1 million d'euros. Madame n'a que quelques économies et donc madame n'est pas protégée en cas de prédécès de monsieur. Et si les enfants sont encore jeunes, mineurs par exemple, il est beaucoup trop tôt pour imaginer une donation vers les enfants. Surtout que les donations, on va le voir après, vers les autres personnes qu'entre époux sont irrévocables. Donner, c'est donner, on ne sait pas reprendre. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bien, dans l'attente que les enfants grandissent et ou pour protéger madame, on va faire passer, monsieur va donner à madame 500 000 euros. Et comme ça, on va avoir un patrimoine réparti sur monsieur et madame. Et si madame prédécède, eh bien, monsieur va pouvoir reprendre les 500 000 euros qu'il a donnés à madame de telle manière que les 500 000 euros ne tombent pas dans la succession de madame. Et si par contre c'est monsieur qui prédécède, il y a déjà 500 000 euros chez madame et qui ne sont plus taxés dans la succession de monsieur. Si monsieur, on y reviendra sur ce concept, a payé les droits de donation au moment où il a donné ou s'il a survécu 3 ans à la donation. Et donc ça permet d'avoir un patrimoine fiscalement flottant entre les époux avec une protection pour madame et éventuellement une solution d'attente pour ensuite faire des donations plus tard aux enfants.
On voit cette pratique aussi de la donation entre époux dans les mariages où il n'y a pas d'enfants, par exemple. Alors, c'est important de signaler que c'est toujours avec du patrimoine propre. On ne sait pas se donner des biens communs, c'est assez logique, mais c'est bien de le rappeler. Donc, uniquement des biens propres. Les biens propres, c'est quoi? Ce sont des biens dont on disposait avant le mariage. Ce sont des biens qu'on hérite par succession ou par donation. Ce sont des biens qui donc sont bien séparés des époux comme ça, qui ne sont jamais mélangés dans une communauté. Et donc, les donations horizontales sont toujours révocables à tout moment, sans justifier de quoi que ce soit comme motif. Puis, vous avez la planification verticale. Ça, c'est en faveur des descendants ou des tiers. Toutes les autres donations sont irrévocables. Donner, c'est donner. Et j'entends souvent, oui, je vais donner comme ça, je diminue la fiscalité. Et si jamais j'ai donné trop, c'est pas grave, je m'entends bien avec mes enfants et ils m'aideront. Alors, il faut rappeler qu'il ne faut jamais compter là-dessus. Parce que d'abord, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas de quoi est fait la vie. Et même si on a une bonne entente, nul n'est à l'abri d'un accident. Qu'est-ce qu'on fait si un enfant prédécède et qu'autour de la table, c'est plus l'enfant, mais ses héritiers? Qu'est-ce qu'on fait si un enfant est incapable dans le coma et qu'il ne s'est plus valablement signé? Donc, il faut toujours bien réfléchir avant de faire des donations verticales définitives vers les enfants et bien se faire conseiller sur les modalités. Je vais y revenir. En termes de donations, on distingue les donations du patrimoine mobilier des donations du patrimoine immobilier. Le mobilier, c'est tout ce qui n'est pas attaché au sol. Donc, ce sont des titres de société, ce sont des liquidités, des placements en banque, ce sont des œuvres d'art, ce sont des voitures, ce sont des assurances, etc., par opposition aux biens immobiliers qui sont les immeubles attachés au sol. Et on ne donne pas du mobilier de la même manière qu'on donne de l'immobilier et ça ne prend pas le même temps non plus. Je vais vous expliquer. On va d'abord parler des biens mobiliers. Les biens mobiliers, qu'est-ce qu'on peut donner pour diminuer la taxation au moment du décès? Qu'est-ce qu'on peut transmettre? Alors, pour savoir ce qu'on peut transmettre, d'abord, je voudrais rappeler que les donations restent du sur-mesure. J'entends parfois, je vais faire une donation comme mon ami ou comme ma sœur qui a fait une donation. Il faut vraiment que ça reste du sur-mesure. On ne donne pas de la même manière à 40 ans qu'à 75 ans. On ne met pas les mêmes protections. On ne donne pas de la même manière quand on a une famille avec, par exemple, un enfant avec une spécificité qu'il faut protéger. On ne donne pas de la même manière dans les familles recomposées. Donc, il faut vraiment bien réfléchir et bien se faire conseiller sur la manière dont on va donner, quelles clauses on va prévoir pour se protéger, etc., etc. Et si vous prenez votre patrimoine, on peut l'imaginer comme une pyramide. À la base de la pyramide, il y a ce qu'on ne va jamais donner. À la base de la pyramide, c'est ce qu'on doit conserver pour maintenir son train de vie. Et là encore, il faut voir large. Il faut se projeter au moins jusqu'à 100 ans et se dire, ça, c'est ce que j'ai besoin, et c'est personnel, c'est propre à chacun, c'est ce que j'ai besoin pour maintenir mon train de vie, et ça, je ne donnerai jamais. Au milieu de la pyramide, vous avez le noyau. Ça, c'est ce qu'a priori, j'en aurai jamais besoin et que je veux planifier fiscalement pour diminuer la taxation à mon décès. Mais là-dessus, je vais garder le contrôle et les revenus qui reviendraient, et donc je vais donner en gardant l'usufruit. Comme ça, je garde le verrou, le contrôle et les revenus. Et au top de la pyramide, on a les cadeaux d'usage et tout ce qu'on peut donner, par exemple, aux enfants en pleine propriété, dont on n'aura jamais besoin et dont on pourront disposer librement pour acheter un bien immobilier, par exemple. Et donc, quand on donne du mobilier, toujours se poser la question, comment je vais donner? En pleine propriété, si oui, il faut savoir que celui qui reçoit peut disposer librement de ce qu'on a donné, on n'a plus de contrôle dessus. Ou donation avec réserve d'usufruit. Là, je peux garder tous les revenus que distribue le placement, si c'est par exemple un portefeuille en banque, et je garde surtout le contrôle, c'est-à-dire que tant que je suis usufruitier, le nu propriétaire, celui à qui j'ai donné, ne peut rien faire sans mon accord de mon vivant. Donc ça, ce sont les modalités des donations. Maintenant, il y a aussi combien coûte une donation mobilière. Alors en Belgique, les donations mobilières, on peut choisir, c'est-à-dire qu'on peut choisir de faire une donation gratuite ou de payer les droits de donation. Quelle est la différence? En fait, la loi a prévu que je peux donner des valeurs mobilières sans rien payer, mais si je fais ça, je dois survivre 3 ans et 1 jour pour que ce patrimoine que j'ai donné ne soit plus taxé en succession. Si je décède dans les 3 ans, eh bien, ce sera taxé en droit de succession. Ou alors, je choisis de payer des droits de donation qui sont pour les valeurs mobilières des tarifs, des taux fixes, que je donne 10 000 euros, que je donne 100 000 euros, que je donne 1 million d'euros ou 10 millions d'euros, c'est le même tarif, le même taux qui s'applique. En ligne directe entre époux et vis-à-vis des descendants, vous voyez ici les montants. Pour la Wallonie, c'est 3,3%. Pour Bruxelles et Flandre, c'est 3%.
Et donc là, c'est une taxation qui est libératoire. Donc, je donne, je paye ce montant-là. Si je décède le lendemain, celui qui ne doit plus payer de droits de succession. Et donc, on va choisir si on paye ou pas en fonction aussi de son âge, de son état de santé, sachant que durant la période des 3 ans, à tout moment, on peut aller enregistrer. Donc, si par exemple, après 1 an, on a décidé au moment où on donnait, je suis en bonne santé, je vais a priori pas payer 3%, parce que 3%, ça reste quand même une belle somme, je ne vais pas payer, et puis 1 an après, une maladie se déclare. Eh bien, là, on peut aller enregistrer la donation, payer les 3% libératoires, et c'est terminé, il n'y a plus de taxation. Pourquoi vous voyez des taux de 0,55 et 0,7? 0 ici que vous voyez en Wallonie, Bruxelles et Flandre, ça on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est pour la transmission d'entreprises familiales. À des conditions très strictes, il est possible de donner une entreprise familiale à 0%. Et les taux que vous voyez, 5, 5 et 7, ça ce sont pour les donations à toutes autres personnes que ceux de la ligne directe, c'est-à-dire entre époux, entre cohabitants ou vis-à-vis des enfants. Quelques points d'attention sur les donations mobilières, et c'est là que l'actualité va surgir. Vous avez entendu parler de la fin de la casse-route. Quand je dis qu'on peut choisir, quand on donne du mobilier, si on paye ou pas, ou si on fait une donation gratuite, il faut savoir que dès qu'on fait un acte notarié, voilà, je vais apparaître ça, dès qu'on fait un acte notarié, se pose la question du paiement des droits d'enregistrement. Je m'explique. Quand on veut se réserver l'usufruit, c'est-à-dire je donne, mais je veux garder le verrou, je veux garder le contrôle, je veux garder les revenus, on a besoin d'un acte notarié. On ne sait pas faire une donation autrement. Qui dit acte notarié dit notaire. Et le notaire belge qui va recevoir un acte, il n'a pas le choix. Il est obligé de passer à l'enregistrement l'acte qu'il a fait et donc de faire payer les fameux 3% quand on donne. Et donc, que faisaient les gens qui voulaient donner un important patrimoine en se réservant l'usufruit, mais qui n'avaient pas envie de payer les 3% parce qu'ils étaient encore jeunes et pour les raisons qui leur appartiennent? Ils allaient en Hollande, la casse-route, la fameuse route du fromage. Pourquoi? Parce que là, quand on passait une donation chez un notaire à l'étranger, il n'y avait pas cette obligation d'enregistrement. Donc, on pouvait faire des donations gratuites en Hollande. Et c'est cette fameuse casse-route qui s'est achevée le 14 décembre à minuit, parce que la loi a changé. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La loi dit que tous les résidents belges qui font un acte notarié, même à l'étranger, sont obligés de soumettre cet acte à l'enregistrement et donc de payer les fameux 3% ici dans un délai de 4 mois. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le 15 décembre 2020, il n'est plus possible de faire une donation mobilière avec réserve d'usufruit sans payer les droits d'enregistrement. Donc, ça change beaucoup le paysage de la planification. Il est toujours possible en matière mobilière de faire des donations gratuites, c'est-à-dire sans payer les droits et en souffrant le risque des 3 ans, mais uniquement pour les donations manuelles, remises de la main à la main, par exemple de tableaux, ou des donations par virement bancaire, c'est-à-dire des transferts d'un compte vers un autre compte. Ces donations-là sont toujours possibles en prenant le risque du délai de survie de 3 ans sans payer, mais on peut uniquement, comme je le disais, le faire pour la pleine propriété. Donc, pas possible si on se réserve l'usufruit. Et ce n'est pas possible pour les actions nominatives, les actions de société, où là, on a toujours besoin d'un acte notarié. Vous voyez, ça change la manière dont on donne, puisque la réserve d'usufruit implique nécessairement le paiement de ces fameux 3% ou 3,3%, c'est la région Wallonne. Voilà. Est-ce que je voulais encore dire quelque chose sur le mobilier? Non, si jamais il y a des questions, on y reviendra. Le patrimoine immobilier. Le patrimoine immobilier ne se donne pas de la même manière et d'autres questions se posent. Et là aussi, il y a une actualité qui a évolué. Donc, le patrimoine immobilier, je vous parlais de la pyramide du patrimoine pour le mobilier, voir qu'est-ce qu'on va donner. Ici, pour l'immobilier, je ne vais pas parler de pyramide, je vais plutôt parler de biens stratégiques. Quels sont les biens immobiliers qu'on va pouvoir donner? Il faut d'abord les identifier. Un bien qu'on va par exemple vendre dans les 2 ans, ça n'a pas de sens de le donner. Ça n'a pas de sens de le donner. Pourquoi? Parce que contrairement aux valeurs mobilières, quand on donne de l'immobilier, on n'a pas le choix. On doit toujours payer les droits de donation. Il n'y a pas ce fameux choix de pouvoir donner gratuitement, ça n'existe pas et c'est rapidement très cher, je vais vous montrer. Donc, on ne va pas donner un bien qu'on va vendre dans les 2 ans, puisqu'on aura payé des droits de donation, alors que finalement, il lui suffit de le vendre, d'avoir les liquidités et d'éventuellement donner les liquidités gratuitement. On va par exemple donner un bien où on est attaché à ce bien dans la famille. On compte le conserver jusqu'à la fin de ses jours. Celui-là, il est logique de commencer à penser à le donner à partir d'un certain âge aux enfants, puisque de toute façon, c'est eux qui vont en hériter. Comme ça, on fait passer la valeur de l'immeuble et on peut, dans la transmission, se garder le même train de vie. Par exemple,
Pour illustrer, j'ai un immeuble que je vais transmettre à mes enfants, je vais faire une donation et je vais me garder l'usufruit de cet immeuble. C'est-à-dire que je vais donner la valeur de l'immeuble à mes enfants, mais concrètement, ça ne va pas changer mon train de vie puisque je vais garder l'usufruit qui est le droit de jouissance, c'est-à-dire le droit d'occuper le bien personnellement jusqu'à la fin de mes jours ou le droit de percevoir les loyers. Donc, si c'est un immeuble de rapport, par exemple, je vais continuer à avoir les loyers qui assurent mon train de vie. Chose importante à se rappeler quand on donne, je vous le disais, donner, c'est irrévocable. Donc, si je le donne, je ne peux plus le vendre sans l'accord de mes enfants. Donc, quand on a des enfants mineurs, est-ce qu'on donne déjà à des enfants mineurs? Point d'interrogation. A priori, non, c'est bloquant. Alors, quels sont les immeubles qui sont taxés par la Belgique? On parle ici des immeubles qui sont situés en Belgique. La Belgique est compétente pour taxer les immeubles qui sont sur son sol. Et donc, lorsqu'on fait une donation d'un immeuble, comme je vous le disais, on n'a pas le choix. On est obligé de passer chez le notaire, de faire un acte notarié et de payer les droits de donation. Alors, les droits de donation ne fonctionnent pas comme avec les valeurs mobilières. Il n'y a pas un taux unique et libératoire. Ça ne va pas coûter pareil si je donne 100 000 euros que si je donne 600 000 euros. Ce sont, comme vous le voyez, des taux progressifs par tranche. Et donc, on essaye, je l'ai mis en bleu, on essaye toujours de donner à du 3%. Puisqu'après, dès 150 000 euros, on arrive à 9, 18, on ne voit pas le bas. Et à partir de 450 000 euros donnés, c'est du 27%. Alors, nous avons, vous le voyez ici, une réserve de progressivité. Ça veut dire quoi, la réserve de progressivité? Quand je donne de l'immeuble, je vais donner, par exemple, j'ai un immeuble à 600 000 euros. Je vais commencer à le donner dans la première tranche, ici de 150 000 euros. Je vais devoir le fractionner pour le donner. Je n'ai pas envie de donner à du 9, à du 18 et du 27, c'est trop cher. Je vais vouloir le donner à du 3%. Pour ça, je vais devoir le fractionner en plusieurs fois, de manière à uniquement payer ces 3%. Donc, je vais le fractionner en 4 fois pour avoir 4 fois 150 000 euros si je le donne à une personne. Mais il y a une réserve de progressivité qui dit que quand je donne, si j'ai déjà donné de l'immeuble dans les 3 années qui précèdent la donation, eh bien à ce moment-là, je démarre déjà dans la tranche où j'étais. Donc, si j'ai déjà donné 150 000 euros à 3% et que l'année d'après, je veux redonner 150 000 euros, je vais directement démarrer à 9. Donc, on doit attendre 3 ans chaque fois pour que le compteur se remette à 0 ici et qu'on puisse donner à 3. Et donc, le message est de dire, contrairement aux valeurs mobilières qu'on s'est donné rapidement, je vous l'avais dit, un taux libératoire unique, même en fin de vie, on peut appeler le notaire et transmettre, on paye 3% et c'est terminé. L'immobilier, c'est impossible. L'immobilier, ça prend du temps à donner. C'est certainement pas en fin de vie qu'on va le donner, c'est trop tard. Surtout qu'il y a une deuxième réserve de progressivité, à part pour Bruxelles. Il y a non seulement la réserve de progressivité pour le calcul des droits de donation, mais pareil en succession. Pour l'immobilier, à part pour Bruxelles, qui est l'exception, dans les autres régions, non seulement je paye les droits de donation quand je donne un immeuble, mais en plus, si je meurs dans les 3 ans, on va tenir compte de la valeur pour mes taux en droit de succession. Donc, ça prend du temps. Et si j'illustre avec un exemple, comme je vous le disais, si je suis seule, que j'ai un immeuble à 600 000 euros que je veux donner à mon enfant unique, ça va me prendre 12 ans. 4 fois 150 000 euros tous les 3 ans. Si par contre cet immeuble, je suis mariée et je le détiens avec mon époux, nous sommes 2 dans cet immeuble, et que nous avons 2 enfants, on sait le passer en une fois à 3%. Pourquoi? Parce que le calcul se fait par donateur, par donataire. Donc, j'ai 2 enfants, j'ai 300 000 euros puisque j'ai la moitié dans l'immeuble. Donc, je peux donner 150 000 euros à mon fils, 150 000 euros à ma fille. Donc, moi, toute seule, je peux transmettre 300 000 euros à 3%, et mon époux, pareil. Donc, on sait faire passer un immeuble de 600 000 en une fois à 3%. Et donc, ça, la planification du patrimoine immobilier est fonction non seulement de la famille, de sa composition, et prendra du temps plus ou moins long selon la composition de la famille et la valeur des biens qu'on veut transmettre. Alors, dans le cadre de l'immobilier, il y a une actualité qui est arrivée et qui fait un petit peu un mix entre les donations mobilières et immobilières, c'est la problématique des achats scindés. Petit rappel de l'achat scindé. L'achat scindé, c'est quoi? C'est une technique de planification qui est souvent utilisée pour un immeuble de rapport, par exemple, une résidence secondaire. Les parents, donc papa, maman, mariés, 2 enfants, exemple classique, ont vu un bien immobilier, souhaitent investir dans ce bien immobilier et se disent « j'ai déjà envie d'impliquer mes enfants dans cette structuration de l'immobilier puisque ce bien est destiné plus tard à revenir aux enfants. J'ai déjà envie de faire en sorte qu'il n'y ait plus de droit de succession sur ce bien au moment où je décéderai. » Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un achat scindé, usufruit pour papa et maman. L'usufruit, pour rappel, c'est le droit d'usage, enfin le droit de jouissance, de pouvoir être dans le bien jusqu'à la fin de ses jours, de pouvoir percevoir les loyers sur le nom en location.
Et les enfants vont, eux, acheter la nue propriété. Donc, les parents vont acheter l'usufruit, le droit de jouissance, et les enfants vont acheter la nue propriété. Pourquoi on fait comme ça? Parce que lorsque, la loi dit, lorsque l'usufruit s'éteint, que les parents décèdent, les enfants recueillent la pleine propriété et il n'y a plus de droit de succession à payer au moment où l'usufruit s'éteint. Et quand on fait cet achat scindé, souvent, on combine cette acquisition immobilière avec une donation mobilière parce que souvent, les parents vont donner les fonds nécessaires aux enfants pour pouvoir payer la nue propriété. Et là, il y a un changement, une évolution de la position. Vous avez peut-être déjà entendu comment ça fonctionne, mais je vais le rappeler. Il y a un article que nous, les juristes, nous n'aimons pas dans le Code de droit de succession, c'est l'article 9. C'est un article adoré par l'administration fiscale qui l'utilise tant qu'elle peut pour essayer de taxer. Et donc, cet article permet à l'administration fiscale, si on ne rapporte pas une série de preuves au moment du décès des parents usufruitiers, donc pas maintenant, mais dans 5, 10, 15, 20, 30 ans, d'apporter une série de preuves. Et si on ne les apporte pas, grâce à une fiction qui est dans cet article détestable du Code de droit de succession, l'administration fiscale taxe le bien dans le patrimoine des parents comme s'ils le détenaient encore en pleine propriété. Donc, quand on fait un achat scindé, il est essentiel de bien se faire accompagner, de bien se faire conseiller et de garder toutes les preuves parce qu'on en aura besoin quand papa, maman seront décédés. Donc, on en aura besoin dans très, très longtemps. Et quelles sont ces preuves? L'administration fiscale a changé ses positions plusieurs fois. L'administration fiscale, en plus de ce qui est prévu par la loi, avait rajouté une condition. J'explique. La loi prévoit que lorsqu'on a un achat scindé usufruit d'une propriété et que les enfants ont payé la nue propriété avec des fonds qu'ils ont reçus des parents, ils ont l'obligation, au moment du décès des parents, de prouver que c'est eux-mêmes qui ont payé la nue propriété avec de l'argent qu'ils avaient. S'ils ne rapportent pas cette preuve, l'immeuble sera taxé en succession comme si les parents étaient pleins propriétaires. Et l'administration fiscale avait rajouté une condition à la loi. Elle avait dit, en plus de ça, j'exige que les parents enregistrent la donation mobilière. Si les enfants ne me prouvent pas au moment du décès que les parents ou les enfants, mais que les droits de donation sur le mobilier, les liquidités qui ont été données ont été payés, s'ils ne me le prouvent pas, je taxe. Et donc, cette position a été critiquée et cassée par un arrêt du Conseil d'État du 12 juin 2018, où cette position de l'administration fiscale a été écartée en disant qu'elle rajoutait une condition. Et depuis lors, en région flamande, on n'exigeait plus cette condition. Donc, il n'y avait plus cette condition d'enregistrer la donation de liquidité pour payer la nue propriété. Mais la région de Bruxelles et Wallonie, puisqu'en Belgique, on aime bien faire différent dans les régions, Bruxelles et Wallonie n'avaient pas encore suivi, et ce n'est qu'ici, au mois de septembre, qu'on a eu une nouvelle position fédérale, c'est-à-dire pour Bruxelles et Wallonie, qui est de dire, d'accord, on n'est plus obligé, je vous le résume, parce que c'est assez complexe, donc j'essaye de le vulgariser un peu, on n'est plus obligé de payer la donation de liquidité qu'on fait aux enfants pour que cet achat scindé fonctionne, mais l'administration dit, si jamais on fait une donation pour permettre aux enfants d'acquérir la nue propriété, l'argent de la donation doit être sur le compte des enfants avant tout contrat, et je reprends ce qu'elle dit, tout contrat sous seing privé qui prévoit un acompte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait un compromis d'achat, et dans le compromis d'achat, il y a toujours un acompte qui est prévu, il y a toujours une partie qui est prévue comme paiement. Si la donation n'est pas faite avant le compromis, si l'argent n'est pas sur le compte de l'enfant avant le compromis, et ça c'est pour toutes les opérations faites à partir du 1er août 2020, eh bien l'administration taxera l'immeuble en pleine propriété dans le patrimoine des parents. Donc le message est de dire quoi? Que attention, les positions ont évolué, elles sont différentes dans les régions. Quand on achète usufruit de propriété avec les enfants avec l'aide d'une donation mobilière, il faut toujours garder la preuve plus tard pour les enfants que c'est eux qui ont payé la nue propriété. Et deuxièmement, si on fait une donation aux enfants pour financer cette nue propriété, l'argent doit, pour la région flamande, être sur le compte des enfants avant la signature de l'acte authentique. Et pour la région Bruxelles et Wallonie, ça doit être sur le compte de l'enfant avant le compromis, si le compromis prévoit le paiement d'un acompte. Conclusion pour les donations mobilières et immobilières. Les donations, il est toujours possible d'en faire tant pour le mobilier que l'immobilier. Ce qui a changé depuis le 15 décembre, c'est pour les donations mobilières, le fait qu'on ne sait plus donner réserve d'usufruit gratuitement. Si on donne avec réserve d'usufruit, on est obligé de souffrir des taux de 3,3 ou 3% en ligne directe. Mais il est toujours possible de donner gratuitement pour les donations de la main à la main ou par virement bancaire.
Et pour les donations immobilières, il est toujours possible de faire des donations à un tarif avantageux, beaucoup plus avantageux que les droits de succession. Souvenez-vous de 27% et de 30% dès qu'on arrive dans les tranches maximales. Il est toujours possible de donner à du 3%, mais contrairement au mobilier, ça va prendre du temps, puisque, comme j'avais expliqué, il faut fractionner les immeubles pour pouvoir bénéficier de la première tranche des 150 000 euros à 3%. Et donc, en Belgique, la planification, on parlait de la donation, la transmission, reste toujours très intéressante fiscalement également. Et il y a toujours mobilité avec ça. Et ici, en parlant de ces mobiliers immobiliers, je vais introduire le prochain sujet, le mandat extrajudiciaire. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on dit ici sur donation mobilière, qu'on pourrait même faire in extremis, si une fin de vie arrive, on appelle le notaire et on peut toujours transmettre par virement bancaire et avec l'acte notarié, il y aura un transfert après des valeurs en payant les 3 ou 3,3% et c'est libératoire. Si jamais la vie, malheureusement, nous frappe d'une incapacité, un accident, une maladie, et qu'on ne sait plus valablement manifester sa volonté, qu'on ne sait plus valablement signer, on ne sait plus faire de donation. Donc si par exemple on avait entamé la transmission d'un patrimoine immobilier, qu'on avait réparti sur 12 ans, comme dans l'exemple que j'avais repris, et qu'après 3 ans, un accident survient et qu'on se retrouve en incapacité, un coma ou autre, d'exprimer sa volonté, ou atteinte cérébrale et on ne sera plus capable de contracter un acte juridique, si on n'a pas fait de mandat extrajudiciaire, je vais vous expliquer en quoi ça consiste, on ne sait plus rien faire. Quand on n'a pas fait de mandat extrajudiciaire et qu'on tombe incapable suite à une maladie, un accident, qu'est-ce qui se passe? C'est le juge de paix qui va désigner un administrateur de biens, un administrateur qui va gérer le patrimoine à notre place. Mais si un administrateur qui est désigné, les donations ne sont plus possibles. Ils ne sont plus possibles parce qu'on ne pourra plus valablement manifester notre volonté de faire une donation. Et donc, toute la planification qu'on avait initiée s'arrête en plein vol et on ne sait pas la continuer. Et là où je voulais en venir avec l'actualité, c'est que depuis le premier confinement du Covid, on a eu un essor des mandats extrajudiciaires et on a eu beaucoup fait usage de ces mandats. C'est quoi le mandat extrajudiciaire? Le mandat extrajudiciaire, c'est que tant que je suis en vie et capable, je vais choisir par un contrat que je vais idéalement faire chez le notaire, j'y reviendrai, je vais choisir une personne ou des personnes de confiance à qui je vais donner le bic, la plume, pour signer à ma place si un jour je suis frappée par une incapacité temporaire ou durable, ou nous a montré le Covid par un isolement. C'est arrivé que des clients, malheureusement avec le Covid, se retrouvent isolés avec le Covid. Le notaire ne peut pas les approcher, personne ne peut les approcher. Or, le pronostic n'est pas bon. Et souvenez-vous des donations entre époux avec le mécanisme révocable, à tout moment le mécanisme horizontal. On a fait des donations entre époux pour des personnes qui étaient isolées en période de Covid pour faire passer le patrimoine chez monsieur et madame et on a pu signer l'acte notarié comment? Mais grâce au mandat extrajudiciaire qui avait été mis en place préalablement dans le cadre de la planification. On n'a même pas eu besoin de la personne qui prenne la plume. Et donc, outre les maladies, Alzheimer, Parkinson, les accidents, il y a aussi ces imprévus de la vie qui se sont manifestés durement depuis 1 an, qui rendent ce mandat vraiment un outil indispensable dès lors qu'on a un petit, un moyen ou même un grand patrimoine, ou surtout un grand patrimoine, parce que sinon, malheureusement, si on a une incapacité, les biens sont bloqués. Qui va gérer à notre place? Alors, le mandat extrajudiciaire, c'est donc, comme je vous le disais, tant que c'est une mesure volontaire de protection. J'espère que vous n'en aurez jamais besoin, mais si vous en avez besoin et qu'on n'en a pas, c'est vraiment dommage. Et ces mesures volontaires de protection contre une éventuelle incapacité pour les personnes majeures. Et dans ce contrat, on va choisir, je vais revenir après, une ou des personnes de confiance et on va déterminer le cadre dans lequel, si on est incapable, on souhaite que nos biens soient gérés, administrés. Et on va pouvoir mettre le cadre qu'on souhaite, les limites qu'on souhaite. On va par exemple dire jusqu'à 10 000 euros, je suis d'accord que la personne que je désigne signe toute seule. Par contre, pour toute disposition au-delà, par exemple, de 10 000 euros, je veux 2 signatures, etc., etc. Donc, on peut vraiment et on doit faire du sur-mesure. C'est un outil de planification patrimoniale vraiment essentiel, comme je vous le disais avec l'exemple des donations immobilières. On peut prévoir dans le mandat le pouvoir pour la personne à qui on a donné le pouvoir de signature, la possibilité de prendre des dispositions dans les régimes matrimoniaux. Dans les contrats de mariage, c'est aussi un outil de planification. Il y a parfois des options à lever, il y a parfois des choses à modifier. Si je suis incapable, personne ne va pouvoir le faire à ma place.
Donc, par contre, la personne de confiance va pouvoir le faire à ma place, prendre la plume, toujours dans mon intérêt, bien sûr, ça c'est important de le rappeler. Quand on fait un mandat extrajudiciaire, les actes vont toujours être posés dans l'intérêt de celui qui a donné le pouvoir. Ça va de soi, mais c'est bien de le rappeler. On prévoit aussi les donations, très importantes. Si on ne les prévoit pas dans le mandat extrajudiciaire, on ne pourra plus en faire. Et on peut aller très loin. On peut dire le cas dans lequel on veut faire des donations. Exemple, je suis d'accord qu'on fasse des donations, mais uniquement si mon pronostic vital n'est pas bon. Et on met les critères sur mesure qui existent par rapport à ça, uniquement à mes descendants, uniquement avec réserve d'usufruit, etc., etc., donc avec des protections. C'est aussi la possibilité de prévoir des droits optionnels. Ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais le message est de dire que dans le mandat, il est important de prévoir, de déjà mettre son accord pour tout ce que, en termes de planification, on serait d'accord que la personne de confiance fasse à notre place si on ne sait plus manifester notre volonté. Alors, quand vous allez recevoir un mandat extrajudiciaire en projet à relire par le notaire, d'abord, petit préalable, pourquoi extrajudiciaire? C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est important. Ça s'appelle mandat extrajudiciaire parce que justement, ça se passe en dehors du judiciaire, en dehors des tribunaux. Si on n'en prévoit pas et qu'on est incapable, les personnes qui nous sont chères sont obligées d'aller saisir le juge de paix ou désigner un administrateur qui sera peut-être eux-mêmes ou un avocat pour qui on sera un numéro de dossier. Mais ici, le mandat, l'intérêt de ce mandat, c'est justement qu'on ne va pas devoir aller devant les tribunaux et que si jamais il y a des questions, j'y reviendrai, si en plus du mandat, on se retrouve à un moment donné avec la question du juge de paix pour une question d'administration, ce mandat pourra continuer même si on arrive devant le juge de paix. Donc, il se passe en dehors des tribunaux. Quand on va recevoir le projet du notaire, ça paraît vraiment fastidieux. Quand on n'est pas juriste, ce sont des clauses qu'il faut relire 10 fois pour les comprendre. Et donc, j'ai choisi de vous faire un petit résumé des choses vraiment importantes à regarder dans le mandat pour être sûr que si vous en faites un, il soit sur mesure. Ce qui est très important. Il ne faut pas faire un copy-paste, je vous le déconseille. Il faut vraiment se projeter dans l'idée, voilà, je suis vivant, je suis incapable, qui va pouvoir avoir le BIC et signer à ma place et qu'est-ce que cette personne va pouvoir faire? Il y a tout d'abord qui va être mandataire. C'est comme ça qu'on appelle la personne à qui on donne le pouvoir. Et on peut choisir plusieurs mandataires. On peut choisir le mandataire principal. Généralement, quand on est marié, on va choisir son époux, son épouse. Et on peut choisir un ou des mandataires subsidiaires. Si le mandataire principal, mon époux, mon épouse, est entre-temps lui-même décédé ou est lui-même incapable, qui va prendre la plume? Donc, c'est prudent de prévoir un plan B. Quelqu'un de subsidiaire. Généralement, dans la composition classique, monsieur, madame des enfants, on va mettre les enfants. Ah, est-ce qu'on va mettre un enfant ou tous les enfants? Question importante et propre à chacun. Question importante par rapport à la situation familiale de chacun. Est-ce qu'il y a un enfant qui a plus d'affinité avec l'administratif? Mais est-ce qu'il y a des susceptibilités dans la famille? Parce que peut-être qu'un enfant qu'on désigne, l'autre va se sentir mal. Donc, est-ce qu'on ne les mettrait pas tous ensemble comme mandataires subsidiaires pour l'interrogation? Et si on les met ensemble, comment vont-ils fonctionner? Est-ce qu'il y en a un qui pourra signer tout seul, par exemple, jusqu'à 10 000 euros et au-delà, il faut la signature de tout le monde en interrogation? Je dis pour l'interrogation parce que ce sont des questions essentielles à regarder avec votre conseiller quand vous faites un mandat extrajudiciaire. Et puis, se posera la question, clause très importante dans les mandats, du conflit d'intérêts. On ne peut pas être des deux côtés d'un contrat. Si, par exemple, on a prévu dans le mandat extrajudiciaire l'autorisation, le pouvoir de faire des donations, on ne peut pas être à la fois celui qui prend la plume pour faire une donation et de l'autre côté est celui qui reçoit la donation. On ne peut pas faire la donation et être du côté du donateur et du donataire. Dans ce cas-là, on aura dû prévoir une clause de conflit d'intérêts pour voir qui va prendre la plume à ce moment-là. Donc ça, ce sont des clauses vraiment très importantes. Autre clause très importante, c'est qu'est-ce que le ou les mandataires vont pouvoir faire à ma place? On peut choisir vraiment aller très loin pour identifier les biens sur lesquels on est d'accord qu'on agisse ou pas. On peut en exclure des biens, etc. Et donc, c'est bien choisir quels biens vont-ils pouvoir gérer à ma place, jusqu'où, dans quelles conditions. Et depuis peu, il y a même une évolution dans le mandat extrajudiciaire. On peut même prendre des dispositions pour sa personne. Donc, dans le mandat, on peut faire figurer des dispositions très personnelles, des volontés très personnelles, comme par exemple, je souhaite que si je suis en fin de vie, je veux être maintenue dans ma résidence. Je ne veux pas être médicalisée dans un hôpital. Je veux qu'un maximum, on me maintienne à la maison.
C'est là qu'on le prévoit dans le mandat extrajudiciaire. Des volontés sur le droit du patient, des volontés sur le non-acharnement thérapeutique, etc. Donc, on peut vraiment prévoir plein de choses. Et il y a même des personnes âgées qui prévoient des choses pour leur animal de compagnie, pour leur lieu de vie. Donc, c'est vraiment très important. On peut choisir aussi, par exemple, la maison de retraite, là où on voudrait aller, ou la maison de soins, etc., etc. Et bien sûr, comme je le disais, les clauses relatives à la planification patrimoniale, essentielles. Je vois souvent, malheureusement, des projets de mandat qui passent et où on n'a rien prévu, ou une clause générale. Ça ne sert à rien de prévoir une clause générale pour la planification patrimoniale, sinon on ne pourra pas voir quelle était la volonté réelle de la personne et il y a de grandes chances qu'on ne puisse même pas l'exécuter. Donc, il faut vraiment faire du sur-mesure. Alors, ce mandat extrajudiciaire, question très importante, quand est-ce qu'il entre en vigueur? C'est très important comme question parce qu'il peut entrer en vigueur immédiatement, même si on n'est pas encore incapable, ou différé. Je m'explique. Vous avez connu avant la loi qui a implémenté le mandat extrajudiciaire, donc avant 2014, il y avait ce qu'on appelait le mandat général. Donc, je donnais mandat général à quelqu'un, on faisait ça souvent quand on prenait de l'âge ou quand on voulait donner pouvoir à quelqu'un pour signer un acte à notre place parce qu'on ne savait pas y être, on donnait un mandat pour qu'on signe à notre place. Eh bien, ce mandat général, depuis la loi sur le mandat extrajudiciaire, dès qu'on tombe incapable, on ne sait plus l'utiliser. Et donc, le mandat extrajudiciaire qui, lui, existe, permet de faire, et c'est pour ça que j'ai mis hybride, de faire un peu un mix des deux, c'est-à-dire qu'on peut prévoir un mandat qui puisse prendre effet tout de suite, d'où le côté mandat général, mais qui, en même temps, en cas d'incapacité, continue et devient un mandat extrajudiciaire pour autant que le mandat l'ait prévu. Et donc, par exemple, entre époux, on peut prévoir que le mandat entre en vigueur tout de suite. Donc, même si je ne suis pas incapable, j'ai entière confiance en mon époux et je lui donne l'autorisation de tout signer à ma place. Si, par exemple, on veut vendre un bien immeuble et que, on l'a vu malheureusement pendant le Covid, il y avait la date de l'acte authentique qui était fixée et pas de chance, je suis à l'hôpital, je ne sais pas venir, grâce au mandat, il y a la possibilité de signer à ma place. Différé, ça, c'est quand ça entre en vigueur, quand je suis effectivement incapable, donc pas tout de suite. Et là, se posera la question, est-ce que je veux que mon incapacité soit constatée par des certificats médicaux, pour l'interrogation, avec toutes les conséquences que ça implique? Qui dit certificats médicaux à fournir, dit que ça prend du temps à fournir. Donc, il faut voir si ça ne va pas retarder éventuellement une donation qu'on devrait faire in extremis. Pour l'interrogation, ce sont des choses à bien regarder aussi sur mesure. Et alors, aussi, modalité très importante du mandat, c'est révocable à tout moment le mandat, tout comme les testaments. C'est-à-dire que quand je fais un mandat, je peux changer mes volontés. Tant que je suis capable, je peux changer la désignation que j'ai faite du mandataire ou les pouvoirs que j'ai donnés. Mais je vous conseille quand même de bien réfléchir avant de le signer, de bien faire sur mesure parce qu'on le fait et dans la pratique, après on l'oublie, on l'a fait, c'est classé et ce n'est pas la première chose à laquelle on va penser de revoir le mandat extrajudiciaire. Mais c'est confortable et rassurant de se dire que voilà, on l'a fait, mais si on doit l'ajuster, c'est possible, c'est pas compliqué. On conseille de le faire par acte notarié, sinon il risque de ne pas avoir beaucoup d'effets, puisque s'il n'est pas par acte notarié, on ne pourra pas donner pouvoir au mandataire de signer à notre place pour tout ce qui requiert un acte notarié. Donc, il faut vraiment le faire par acte notarié si on veut assurer son efficacité. Et il est enregistré au registre central de la Fédération royale du notariat. Donc, il est sûr qu'on le retrouvera. Combien ça coûte de faire un mandat extrajudiciaire? J'ai souvent la question. Ça dépend des notaires, mais c'est un barème, mais il faut voir en fonction de la complexité des clauses entre 350 € et 500 €. Dans la pratique, je vois les factures qui passent plus ou moins comme ça. Donc voilà ce que je veux dire sous le mandat extrajudiciaire et de rappeler que c'est une mesure qui est révocable, c'est une mesure qui peut ne prendre effet. Et si on tombe incapable et on vit de plus en plus longtemps avec ces maladies crasses, malheureusement, Alzheimer, Parkinson, etc., qui atteignent nos facultés cérébrales et notre capacité à exprimer une volonté, si on ne l'a pas, c'est vraiment dommage. Et c'est aussi très rassurant pour nos enfants, notre époux, notre épouse, parce qu'au moins on aurait mis noir sur blanc nos volontés. Sinon, ça peut être compliqué aussi et très stressant de se dire est-ce que je fais bien ça? Est-ce que la personne, ça aurait été sa volonté ou pas? Mais là, au moins, noir sur blanc, on sait quelle est la volonté de la personne qu'on aime et qu'on veut aider. Voilà ce que je voulais vous dire sur le mandat extrajudiciaire. Mais oui, merci pour votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop rapide ou pas trop longue et donc je suis à votre disposition pour les questions. J'ai mis mes coordonnées sur le site si vous voulez, ici en bas avec ma ligne directe et mon email, notamment si vous voulez recevoir les slides. Je vais revenir Valérie, sur...
peut-être revenir sur ton dernier slide, peut-être avec tes coordonnées. Voilà. Tu peux la présenter parce que la parole, on ne le voit pas pour l'instant. On le voit pas. Tiens. Non. Attends. Vous leur donnez peut-être simplement ton mail, comme ça. On le voit? Tout en bas, oui, mais c'est en tout petit. Alors peut-être l'agrandir. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, je vais le dire pour tout le monde. C'est valérie.timmerman@dln.be et ligne fixe 02 556 23. Donc, je répète. 02 556 23 pour ligne directe et pour le mail, c'est valérie.timmerman@dln.be. Voilà. Ok, donc ça c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Valérie? Moi j'ai une à te poser Valérie. Il y a dans une vie antérieure, j'ai dû conseiller différentes familles également. Et un notaire, je ne vais pas le citer, m'avait proposé de créer une fondation pour un de mes clients qui était seul, veuf, avec 4 enfants. Et sur cette combinaison-là, en fait, il pouvait créer, entre guillemets, sa fondation du bien-être et profiter et jouir personnellement de tous ses biens. Et en rétrocession, donner 1% à chaque enfant. Et donc, en fait, chaque enfant, en fin de vie, allait devoir payer que 1% sur les frais généraux par enfant. Est-ce que c'est toujours d'application? Il faudrait un petit peu plus de détails pour comprendre le mécanisme de ce fameux 1%, parce que la fondation, je ne vois pas le mécanisme où les enfants ont appris quelque chose avec 1%. Mais en fait, le principal, donc, gardait 96% et chaque enfant avait 1% de la fondation en tant que propriétaire et il était bloquant. Ah oui, donc ils avaient fait ça ensemble dans les statuts. Oui. D'accord. Donc je me demande si c'est toujours d'application, cette formule, parce que c'était il y a très longtemps. Mais... Les fondations restent toujours d'application, mais la complication avec les fondations, c'est que le patrimoine va être logé dans la fondation. Et donc, c'est assez limité sur la possibilité de pouvoir l'utiliser puisqu'on va devoir rester dans l'objet de la fondation. D'accord. Donc, la fondation, elle a encore beaucoup de sens. C'est vraiment du sur-mesure, elle a encore du sens, et civilement et fiscalement pour des familles, mais il faut vraiment bien y réfléchir par rapport aussi à ce qu'on veut faire avec le patrimoine. Et c'est vrai que la question se pose différemment si on a des enfants, si on a un enfant à protéger, etc., etc. Mais fiscalement, ça reste toujours intéressant, oui. Ok, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Valérie? Alors, soit j'ai été claire, soit le sujet était inintéressant. Non, tu as été très clair. Je peux confirmer. Cécile a une question pour toi, Cécile Moreau. Oui, merci. Merci pour. Je vais essayer de remettre l'image un instant. Ah voilà, on voit. Merci pour. Oui, alors je ne sais pas comment je suis arrivée à faire ça, mais enfin ça, voilà, ça fait un ciel étoilé. Non, merci pour votre exposé qui était très clair. J'ai une double question plutôt pratique sur le formalisme pour le mandat extrajudiciaire. Donc, on a bien compris effectivement qu'il faut passer devant notaire et faire enregistrer, finalement un peu comme un testament. Est-ce que le mandataire doit être présent au moment pour l'établissement du mandat? Non, et le c'est pas contresigner pour acceptation? Non, c'est pas nécessaire. C'est vrai que c'est une bonne question parce que souvent dans la pratique, on ne sait pas faire venir tous les enfants, ça n'arrange pas dans l'agenda ou il y en a qui sont à l'étranger, etc. Non, c'est pas nécessaire que les mandataires soient là pour signer. Et comment ils manifesteront leur accord du mandat, soit en l'exécutant quand il se mettra en œuvre, soit en signant par après. C'est pas nécessaire. D'accord. Et pour le coup, vous avez... Si on sait le faire, c'est bien parce que comme ça, on peut vraiment le lire avec et lui expliquer notre volonté, mais c'est pas un indispensable. D'accord. Et pour le coup, vous avez aussi répondu à ma seconde question. Je m'imaginais bien qu'un mandataire pouvait être à l'étranger, mais vous venez de l'indiquer de toute façon dans votre explication. Oui, et là, effectivement, ce qui peut être compliqué, c'est si on doit faire des choses rapidement. Donc, c'est pas mal d'éventuellement en désigner plusieurs pour que quelqu'un
pour les choses de tous les jours, il faut aller acheter, par exemple, des vêtements pour que la personne qui est en maison de repos ou payer des factures puisse le faire à partir de la Belgique. Oui, d'accord. Ok, ben merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Cécile. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Valérie? Apparemment non, tout est très très clair, donc super. C'est très bien. Comment? Ne sachant pas qui avait déjà des notions en droit de succession, en donation, c'est vrai que j'avais un peu du mal à voir jusqu'où aller dans le détail. C'est très bien. En tout cas, c'était très complet, c'était vraiment très efficace. Je pense que tout le monde en a retenu pas mal de choses. Donc, si vous voulez obtenir les slides de Valérie, je vais y arriver. N'hésitez pas à lui envoyer un mail ou chez moi, et donc je transmettrai bien volontiers également donc des informations à Valérie. Prochain événement chez nous, c'est la semaine prochaine. Donc nous en avons 2 dans l'immobilier, notamment le 2 avec Athéna Group et Stéphane Sonneville. Et le deuxième événement, ce sera donc le jeudi avec Vincent Béchet qui est CEO d'Inoé à Luxembourg. Et donc là aussi, des présentations très intéressantes que vous pourrez suivre chez Ecofin. Un tout grand merci encore à toi Valérie pour ce bel exposé. Franchement, c'était très intéressant, très passionnant. Si jamais vous souhaitez également avoir d'autres informations complémentaires et avoir d'autres précisions, on pourrait éventuellement aussi imaginer un deuxième webinaire un petit peu plus tard dans le courant du mois de mars pour vous présenter peut-être une autre vision parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On a été très très rapidement au cœur du sujet, mais je crois qu'il y a encore d'autres informations qui pourraient être passionnantes aussi pour les membres de l'Ecofin Club. Et c'est vrai ce que tu dis, je peux rebondir sur ce que tu dis. Parce que j'avais envie de faire passer ce message. C'est vrai qu'on a parlé des donations qui sont un des outils et du mandat extrajudiciaire, deux des outils principaux, mais il y en a beaucoup d'autres. Et s'il y a une chose, et je veux pas paraître morbide, mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on sera tous confrontés à notre décès. Ça, c'est sûr. Ça concerne tout le monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose de tabou et souvent. Et c'est dommage parce que l'occasion de réfléchir à son patrimoine et à la planification, c'est aussi prendre soin des gens qu'on aime, c'est aussi prendre soin du patrimoine qu'on a eu dur à gagner, qui représente une valeur aussi. Et c'est important de pouvoir déjà réfléchir avec les futurs héritiers de qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, dans la pratique, je vois que quand on ne l'a pas fait, outre la facture fiscale, il y a beaucoup de souffrance chez les héritiers parce que la personne défunte ne peut plus s'exprimer. Et donc, voilà, je voulais passer le message que ça ne doit pas être un tabou. Ça arrivera à tout le monde. Très bien. Et si on peut éventuellement aussi orienter le prochain débat, si vous avez des questions bien plus spécifiques, vous avez tout le temps d'y penser pendant les 15 prochains jours, n'hésitez pas non plus à nous envoyer un mail pour proposer éventuellement des sujets sur la planification successorale avec ses différents aspects. On sera aussi à votre écoute et on pourrait aussi donc orienter et déjà un petit peu préparer les questions-réponses à l'avance avec vous en bonne collaboration comme d'habitude chez Ecofin. Un tout grand merci Valérie, un tout grand merci à vous tous d'être avec nous une fois de plus. Je me réjouis de vous revoir en présentiel dans un futur proche, mais bon voilà, le timing est plus que respecté. On a même encore 5 minutes, donc c'est fantastique. Merci bien. À très bientôt. Au revoir. Et à la semaine prochaine peut-être. Au revoir.